Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire de la Fondation Robert Schuman consacré à l'Europe de la santé avec cette question que nous avons définie. Nous allons avoir 1 heure pour y répondre, qui est: allons-nous vers une véritable Europe de la santé? Donc aujourd'hui, nous avons 2 invités. Tout d'abord Françoise Grossetête, qui est ancienne députée européenne et qui est aujourd'hui conseillère spéciale de la Fondation Robert Schuman, en particulier sur les questions de santé. Merci d'être avec nous. Et puis, nous avons Nathalie Colin-Osterlé, qui est députée européenne, donc qui commence la plénière aujourd'hui, après ce débat. Vous êtes membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen, et également vice-présidente de la Commission spéciale sur la lutte contre le cancer, qui a commencé ses travaux en septembre, je crois. Elle a été créée Récemment. cette année, et qui est chargée d'évaluer un petit peu les opportunités concrètes pour lutter contre le cancer, favoriser la recherche et la coordination au niveau européen. Alors, du point de vue de la santé, évidemment, cette année a été très chargée, lourde d'événements et de questions, avec notamment au mois de mars le développement très rapide de la pandémie de Covid-19 en Europe, beaucoup d'hésitation, ou en tout cas beaucoup de retard sur la coordination européenne, notamment l'aide entre pays européens, pour échanger ou transférer les malades, apporter du matériel médical, mais finalement certains mécanismes ont été mis en place avec des appels d'offres conjoints par la Commission européenne qui ont permis de venir en soutien des États membres. Et aujourd'hui, on le voit avec le développement, l'arrivée des vaccins contre la Covid, gérés par la Commission européenne en grande partie, avec des accords qui ont été signés avec différents laboratoires pour assurer une distribution à la fois rapide et équitable entre les États membres. Entre-temps, la Commission européenne a présenté une stratégie ou une feuille de route pour aller vers une Europe de la santé. Donc, nous allons en discuter. La Commission européenne aussi a présenté une stratégie pharmaceutique pour assurer un accès plus facile et en tout cas une production pour les États européens. Donc, nous allons parler de ça. Alors, je vais me tourner d'abord vers vous, Françoise Grossetête, puisque en tant que conseillère spéciale de la Fondation, vous aviez publié un article chez nous au mois d'avril, donc au moment où toutes ces interrogations étaient très fortes. Et vous l'aviez titré, cet article, « Covid-19, germe d'un renouveau, point d'interrogation ». Alors, est-ce qu'en cette fin d'année 2020, vous voyez les germes de ce renouveau? Est-ce que vous voyez dans ce qui s'est passé depuis que vous avez écrit cet article au mois d'avril des éléments positifs et des éléments durables dans ce qui a été fait? Alors tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureuse de participer à ce moment de débat sur une question tellement importante et qui pour moi est particulièrement intéressante parce que j'ai toujours et depuis longtemps souhaité une Union européenne pour la santé. Et j'ai véritablement le sentiment qu'on avance tout doucement vers cette union pour la santé. Alors, c'est vrai qu'entre l'analyse de ce qui s'est passé lors du premier confinement, où l'Italie s'est sentie très isolée, les États membres cherchant chacun à mettre en place plutôt une politique du chacun pour soi, sans vouloir collaborer ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai que la Commission européenne a fait un certain nombre de propositions, des propositions qui vont, je pense, vers ce renouveau, entre autres des propositions qui seront le fondement de ce que nous souhaitons pour une union pour la santé. Alors, il faut quand même rappeler que les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la santé, au départ, elles sont malheureusement pas très nombreuses, même si les traités européens, et dont le dernier traité, le traité de Lisbonne, bien évidemment, font référence à une politique de santé, mais qui était jusqu'à présent une politique d'accompagnement des politiques nationales, sachant que, bien sûr, les États membres gardent tout à fait leur souveraineté quant à l'organisation et au fonctionnement de leurs services de santé. Alors, il faut quand même le rappeler, parce qu'on part quand même de loin, même si depuis les années 2000,
un petit peu avant même, on a vu une législation pharmaceutique se mettre en place, histoire de mieux coordonner la recherche et la production, la fabrication, la production et la distribution des médicaments. Alors, vous me posez cette question, est-ce qu'on va vers le renouveau? Oui, je le pense, sincèrement, on va vers un renouveau de la politique de santé, puisque la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a bien expliqué qu'elle souhaitait prendre des mesures plutôt de meilleure coopération, coordination entre États membres dans le domaine de la recherche, mais aussi avec la possibilité de créer des possibilités d'acquérir, alors des vaccins, on l'a vu, puisqu'elle a lancé plusieurs possibilités d'achat de différents vaccins, et puis les acheter au nom de tous les États membres, c'est quand même préférable, puisque le fait de faire ensemble, eh bien, cela permet d'être plus fort, d'obtenir des prix plus compétitifs. Donc, il n'y a finalement que du positif dans cette démarche-là. Elle veut renforcer aussi le rôle de l'Agence européenne du médicament, le rôle du Centre européen de prévention des maladies. Tout ceci va dans ce sens d'une Europe de la santé telle qu'on peut la souhaiter. Alors néanmoins, il faut bien sûr que cela s'accompagne d'une volonté politique de tous les États membres, parce que sans cette volonté politique, eh bien, on peut retomber dans ce piège des égoïsmes nationaux qui font que chacun essaye de tirer la couverture à lui avant de partager avec les autres. Merci. Nathalie Colin-Osterlé, j'imagine qu'au Parlement européen, on est très demandeur d'initiatives de ce type et en même temps peut-être un peu déçu par ce qui a été proposé. Quel équilibre, quelle évaluation faites-vous de ce qui a été fait d'une part, de ce qui est proposé aujourd'hui? Et puis, je dois rappeler que vous avez écrit un rapport qui a été adopté au mois de septembre au Parlement européen sur comment faire face à la pénurie de médicaments. Donc, je voulais avoir aussi votre opinion plus précise sur la stratégie de la Commission européenne pour justement rendre l'accès aux médicaments plus simple et plus équitable. Donc, comment voyez-vous cela? Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette initiative de visioconférence sur ce sujet tellement important. Alors, Françoise Grossetête vient de résumer très bien les choses. C'est vrai que la santé est une compétence nationale et l'Union européenne a une compétence d'appui. Donc, la crise sanitaire finalement a permis de mettre en évidence nos insuffisances et nos vulnérabilités et a bien fait comprendre aux citoyens européens que la santé était une arme géostratégique qui pouvait nous mettre à genoux. Alors, cette Europe de la santé, avec cette crise sanitaire, elle est en train de se construire et je voudrais rappeler quand même que le Parlement européen est particulièrement actif sur ce sujet. Ce qu'a montré cette crise sanitaire, Françoise le rappelait, c'est le manque de coordination, de coopération et d'harmonisation entre les États membres. Et là où on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, c'est tout d'abord sur le plan budgétaire. Ursula von der Leyen est venue devant le Parlement en juillet dernier pour annoncer des moyens financiers extrêmement importants. Elle avait annoncé à l'époque 9 milliards d'euros pour le prochain budget pluriannuel 2021-2027, 9 milliards d'euros donc pour le budget de la santé. Je rappelle quand même que le Conseil, les États membres ont voulu complètement sabrer ce budget et le ramener à 1 milliard, et le Parlement a pesé tout son poids pour obtenir plus de 5 milliards d'euros pour le budget santé, ce qui représente
plus de 10 fois ce qui existait entre 2014 et 2020. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie prise de conscience et une nécessité de construire cette Europe de la santé. C'est quoi l'Europe de la santé? C'est une Europe mieux préparée aux crises, plus forte dans ses ripostes, avec le renforcement, Françoise le disait, du mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et également le renforcement de l'Agence européenne du médicament pour en faire une sorte d'autorité régulatrice au niveau notamment des stocks de médicaments. Je vais y revenir puisque vous le rappeliez, je suis l'auteur de ce rapport sur la pénurie de médicaments qui a été adopté à une très large majorité en septembre dernier. Et donc, cette autorité régulatrice, notamment en matière de stock de médicaments entre États membres, puisqu'on voit bien qu'il y a certains États membres qui vont surstocker par rapport à d'autres qui sont confrontés à ces problèmes de pénurie. Et puis, bien sûr, améliorer la coopération et la communication des données entre États membres. Alors, cette Europe de la santé, elle se construit donc avec cette crise sanitaire. On l'a vu pour les vaccins, puisque c'est la Commission européenne qui a pré-réservé 2 milliards de doses de vaccins auprès de 6 grands industriels. Donc, c'est énorme. Je veux dire, c'est une première. Je crois que Françoise ne démentira pas. Hein, c'est la première fois que cela se produit. Donc, on voit qu'il y a une vraie volonté. Aujourd'hui, c'est l'Agence européenne du médicament donc, qui centralise ces autorisations de mise sur le marché pour le vaccin. Ça veut dire qu'une fois que l'autorisation sera donnée par l'Agence européenne des médicaments, elle sera valable dans tous les États membres, hein, et pour que ce vaccin soit accessible en même temps dans tous les États membres. Donc, voilà, donc, c'est un grand pas en avant, me semble-t-il. Il y a encore beaucoup à faire. Françoise a raison de le rappeler. Il faut aussi qu'il y ait une volonté politique des États membres. Je ne suis pas sûre que tous les États membres aujourd'hui partagent cette volonté. Il y a une espèce de frilosité à aller vers davantage d'intégration européenne pour certains États membres. Et donc, il va falloir convaincre, mais en tout cas, je crois que les citoyens européens, eux, sont absolument convaincus de la nécessité de cette Europe de la santé. Alors, sur ce rapport sur la pénurie des médicaments, quelques chiffres, tout d'abord. Ces pénuries, ça n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est vrai qu'elles se sont multipliées par 20 entre 2000 et 2018. Et les anticancéreux, les anti-infectieux et les médicaments du système nerveux représentent plus de la moitié de ces pénuries. Alors, les causes, elles sont multiples. Hein. On a les difficultés de fabrication, problèmes de qualité, le fait qu'il y ait une augmentation soudaine de la demande, mais la délocalisation de la production de substances actives, puisque 80% des principes actifs sont fabriqués en Chine ou en Inde, et 40% des médicaments finis sont produits hors Union européenne, alors qu'ils sont commercialisés au sein de l'Union européenne. Cette délocalisation, c'est la cause principale de l'affaiblissement finalement de la souveraineté des États membres. La raison, on la connaît, c'est le faible coût de travail et des normes environnementales moins contraignantes. Une autre cause également, c'est la compression des prix et la massification de la demande qui entraîne une concentration de l'offre, si bien que pour de nombreuses molécules, vous avez seulement 2 ou 3 fournisseurs en Asie qui existent, si bien que tout aléa de production va entraîner des ruptures d'approvisionnement si aucun autre site ne peut prendre le relais. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aille tout de suite sur le fond du sujet, sur les préconisations qui ont été faites dans le cadre de ce rapport. Assez brièvement. Oui, allez-y, comme ça on pourra assez aborder brièvement, les préconisations ont été faites à court, moyen et à long terme. C'est tout d'abord de pérenniser le système Rescue, qui est cette réserve d'urgence,
et d'en faire une pharmacie européenne d'urgence pour les médicaments d'intérêt sanitaire et stratégique qui sont en situation critique, c'est-à-dire les médicaments pour lesquels une rupture va entraîner un risque vital et immédiat pour les patients qui souffrent d'une pathologie grave et pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique. L'objectif étant de développer quelques stratégies de santé avec un panier commun de médicaments et de vaccins dits essentiels. Faire également dans les procédures d'appel d'offres, faire de la sécurité de l'approvisionnement un critère aussi essentiel que le prix. Pérenniser bien sûr les appels d'offres groupés. Et puis à moyen et long terme, une plus grande transparence dans la chaîne de distribution, mais également, c'est ce que je vous disais, au niveau des stocks des États membres. Ça me semble extrêmement important, donc avec le renforcement du rôle de l'Agence européenne du médicament, davantage également de flexibilité des mesures réglementaires en période de crise, simplifier les législations pour faciliter la circulation des médicaments entre États membres, et puis la relocalisation, bien sûr, en autorisant les aides d'État, les incitations fiscales et financières pour les industriels qui produisent en Europe, mais qui produisent de la molécule jusqu'au conditionnement. Une autre idée qui est avancée, c'est la création d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques à but non lucratif qui soient en capacité de produire ces médicaments d'intérêt sanitaire et stratégique en situation critique, donc qui sont concernés par ces problèmes de pénurie, ou médicaments matures, des médicaments anciens qui n'offrent plus de rentabilité pour les laboratoires. Et puis, bien sûr, l'autre axe, bien sûr, c'est faire de l'Europe le continent du médicament du futur en investissant massivement dans la recherche, dans l'innovation et en diversifiant nos ressources, en partageant nos résultats, nos objectifs, en mutualisant la recherche. Il faut réapprendre à produire chez nous les principes actifs. Donc, en conclusion, et ça rejoint tout à fait la stratégie pharmaceutique qui a été présentée par Stella Kyriakides, c'est vraiment relocaliser, harmoniser, renforcer la coopération entre États membres pour davantage de solidarité, pour retrouver notre souveraineté. Alors, quand on entend tout cela, on voit très bien les bénéfices pour les Européens de développer tous ces projets. Et pourtant, vous avez mentionné toutes les deux que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne et qu'il y a des réticences du point de vue des États membres. Donc, quand on regarde ce bénéfice et aussi la demande des citoyens européens, dans les enquêtes, on voit bien qu'il y a une demande des Européens. Qu'est-ce qui explique, à part des questions de souveraineté nationale peut-être, mais qu'est-ce qui explique concrètement ces résistances des États? Et est-ce que vous sentez quand même que ça évolue et qu'il ne s'agit qu'une question de temps? Nathalie Colin. Oui, comment dire, la politique de remboursement est une politique nationale et liée directement au budget nationaux. Donc, c'est cela, la crainte, c'est d'avoir davantage d'intégration européenne et d'avoir, comment dire, une perte de souveraineté, notamment en matière de fixation de prix, etc. Donc là, il y a effectivement une réticence, mais je crois qu'on est vraiment quand même dans un mouvement qui va vers davantage d'Europe de la santé, parce qu'aucun État membre ne peut être totalement souverain en matière de production de médicaments. Et on voit bien, lorsqu'on est confronté à une crise sanitaire comme celle que nous vivons, que la coopération est absolument essentielle. Moi, je vis dans le Grand Est. Je peux vous dire que c'est une région qui doit être citée en exemple, justement, du point de vue de cette coopération avec les États, nos États voisins. Et donc, c'est extrêmement important de bien regarder ce qui se passe dans cette région et qu'elle puisse servir d'exemple pour ces coopérations transfrontalières qui sont absolument essentielles pour améliorer la santé des citoyens européens. Merci. Alors, nous commençons à avoir des questions du public, donc n'hésitez pas.
vous qui nous regardez, à poser vos questions dans la petite case QR en bas de votre écran. Je vais poser la première à Françoise Grossetête. C'est une question de Didier Kuhn qui demande: peut-on parler de parcours de santé européen qui donnerait à tous les Européens un même niveau de chance d'être pris efficacement en charge sur le plan médical, ou plutôt d'une politique sanitaire qui mutualiserait les moyens de faire face aux différentes situations, épidémies, pénurie de traitement? Peut-être d'ailleurs on peut ne pas opposer totalement les deux. Quelle conception auriez-vous plutôt, Mais Françoise? moi, je ne souhaite pas du tout opposer les deux, absolument pas, parce que la politique sanitaire, elle est absolument nécessaire quand on voit les lacunes que nous avons malheureusement vécues lors du début de cette pandémie, entre autres lors du premier confinement. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire de mettre en place cette politique sanitaire. D'un autre côté, la première partie de la question, c'était… C'était un parcours de santé qui donnerait à tous les Européens un même niveau de chance d'être pris efficacement en charge. Tout à fait. Alors, le parcours de santé qui permettrait à tous les citoyens de se sentir égal, en somme, devant la santé, oui, le traité européen le demande. Le traité européen demande à ce que chaque citoyen puisse avoir un égal accès à une santé qui soit une santé de qualité et sûre. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'on a mis en place une législation pharmaceutique et qu'on a décidé que tout ce qui fait partie de l'innovation doit absolument passer par l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament. Pourquoi ? Parce que quand un médicament reçoit une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne, ce médicament va être à ce moment-là disponible, autorisé et donc disponible à la vente, à la distribution dans tous les États membres. Si un laboratoire passe par une autorisation de mise sur le marché nationale, eh bien vous aurez tel citoyen de tel État membre qui pourra bénéficier de ce médicament, mais tel autre qui ne pourra pas en bénéficier. Et on retrouve cette question-là aussi lorsqu'il s'agit de l'expertise, et entre autres sur les maladies rares. Et quand on parle de cancer, la plupart, il y a maintenant beaucoup de cancers qui sont des cancers rares. Donc cela concerne malheureusement de plus en plus de personnes. Eh bien, on s'est aperçu que dans certains États membres, il n'y a pas les experts nécessaires pour pouvoir diagnostiquer une maladie rare et qu'il n'y a pas les traitements, bien évidemment. Donc, il faut pouvoir aller se faire soigner, expertiser d'abord, diagnostiquer, puis se faire soigner dans un autre État membre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le Parlement européen a voté avec le Conseil, il y a un certain nombre d'années, en 2011, la directive sur les soins de santé transfrontaliers qui doit absolument permettre cette égalité de traitement de chaque citoyen. Bien évidemment, je pense qu'on n'en est pas encore là, parce que même dans un même État membre, dans une même région, je pense que chaque patient n'est pas traité de la même manière, parce qu'on sait très bien que dans tel hôpital, on va pouvoir bénéficier de tel traitement et que ce traitement-là n'existe pas dans un autre hôpital. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire, non seulement au niveau national, mais je pense que l'Europe est essentielle pour cela, afin de rendre réelle, concrète, cette égalité du citoyen devant la santé. Alors, une question oui, si je pouvais, pardon, allez-y. aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Françoise. Lorsque j'ai auditionné justement différents praticiens hospitaliers et pharmaciens hospitaliers, moi j'ai écrit mon rapport pendant la première vague, hein, donc j'ai auditionné à ce moment-là énormément de praticiens. Et ce que dit Françoise est tout à fait vrai, c'est-à-dire que dans un même État membre, entre régions, entre hôpitaux, il n'y a pas forcément d'égalité. Et vous aviez certains hôpitaux, notamment dans le Grand Est, qui manquaient de médicaments, je pense au curare notamment, hein, qui en manquaient, alors que d'autres hôpitaux n'étaient pas en situation de pénurie, mais pour autant
conserver jalousement ces médicaments au cas où. Donc, il y a un réflexe assez humain dans tout cela, mais il faut justement qu'on arrive à développer bien davantage cette solidarité au sein d'un État membre, entre régions, mais également entre États membres. Mais on a vu par exemple des transferts de malades d'un pays à l'autre, notamment dans les régions frontalières. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se pérenniser et peut-être aboutir à, non pas des accords entre établissements, mais quelque chose d'un peu plus spontané Oui. au quotidien ou... C'est ce vers quoi il faut tenter d'aller et c'est ce à quoi nous travaillons. C'est ce qu'on appelle justement la coopération transfrontalière qui doit être beaucoup plus importante et la coordination également des différentes politiques sanitaires. Il y avait une question qui était un peu complémentaire, je pense, de la question précédente de M. Roussy, qui était: ne devrait-on pas séparer une bonne fois pour toutes les systèmes de santé qui dépendent des États et les politiques de santé publique, de médicaments et de recherche qui pourraient être mutualisées? Est-ce que ça vous paraît faisable à court terme? Est-ce que c'est déjà engagé? Quelle est la situation de ce point de vue-là? J'ai envie de vous dire que c'est le sens de la stratégie pharmaceutique qui est présentée aujourd'hui et qui va se traduire sur le plan législatif. Mais oui, bien sûr. Si je peux me permettre d'ajouter à ce que dit Nathalie, et elle a tout à fait raison, cette stratégie pour la politique pharmaceutique et pour le soutien à l'industrie pharmaceutique, cette stratégie, elle s'inscrit dans le cadre d'une véritable politique de l'industrie menant à une autonomie stratégique de l'Union européenne. On s'est rendu compte, quand tout à l'heure on parlait de souveraineté nationale, ça me faisait presque sourire quand on disait que les États membres étaient très soucieux de leur souveraineté nationale dans le domaine de la santé, mais ils ne s'en sont pas beaucoup préoccupés quand ils ont accepté que la fabrication des médicaments les plus importants, les plus courants, les plus indispensables, les plus stratégiques se fasse en Chine, en Inde, en tout cas en dehors du territoire européen. Ils ne se sont pas beaucoup préoccupés de savoir que les masques, on les trouvait plutôt justement en Chine et qu'on manquait finalement de tous ces matériels absolument indispensables pour assurer la protection du patient européen. Donc, c'est pour ça que je souriais, parce que dans ce cas-là, quand on nous avance tout de suite la question de la souveraineté nationale, j'ai envie de répondre, votre souveraineté nationale, elle vous rend service, mais en réalité, vous l'aviez abandonnée depuis longtemps. Donc aujourd'hui, cette politique, cette stratégie pour l'industrie pharmaceutique, telle qu'elle est proposée par la Commission européenne, elle est intéressante. Et moi, je fais très confiance dans le Parlement européen pour appuyer et même améliorer encore les propositions qui seront faites. Parce que le Parlement, dans le domaine de la santé, sait être très actif, et il l'a montré là récemment. Donc, je pense que cette nécessité de redéfinir une politique industrielle pharmaceutique sur le territoire européen, sur le continent européen, et donner les moyens à l'industrie pharmaceutique de redévelopper non seulement, bien sûr, la recherche, c'est indispensable, l'innovation, c'est indispensable, mais aussi la fabrication des médicaments stratégiques, eh bien, c'est très important. Et dans ce cas-là, cela nécessite plus d'intégration européenne. Ça va dans le bon sens. Très bien. Pardon, vous étiez un peu gelé sur mon écran, j'avais peur d'avoir un problème technique. Quand on regarde la stratégie proposée par la Commission européenne, elle propose un renforcement de l'Agence du médicament et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et à la fois elle propose la création d'une autorité de réaction aux urgences sanitaires. Donc nous avons plusieurs questions pour peut-être rappeler le rôle de ces deux agences qui existent déjà et voir comment cette agence de réaction aux urgences pourrait
s'inscrire dans ce schéma-là? Peut-être Nathalie Colin-Osterlé? Oui, cette agence, cette nouvelle agence, on attend de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est vrai que on est plus sur un modèle de barda européen. Honnêtement, on attend de voir vraiment ce que cela recouvre. C'est un petit peu l'interrogation, voilà, qu'on a aujourd'hui. Le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va être renforcé pour permettre de soutenir la Commission et les États membres dans la surveillance épidémiologique au moyen de systèmes intégrés qui vont permettre une surveillance en temps réel, préparer, planifier la réaction, publier des rapports et des audits, faire une espèce d'audit, là aussi, des capacités de réaction, de la résilience de chacun des États membres. La gestion des risques également, comment chaque État membre gère les risques. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi à davantage... comment dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir davantage d'intégration européenne là aussi, la capacité à mobiliser et à déployer la task force de l'Union dans le domaine de la santé, d'aider les États membres à réagir à l'échelon local, et puis construire, ça c'est très important, un réseau de laboratoires de référence de l'Union européenne et un réseau sur les substances d'origine humaine. Alors, l'Agence européenne des médicaments, elle doit faciliter la réaction coordonnée à l'échelle de l'Union face aux crises sanitaires, surveiller et atténuer donc le risque de la pénurie de médicaments, je vous en parlais tout à l'heure, et de dispositifs médicaux, proposer des conseils scientifiques aussi sur les médicaments susceptibles de traiter, de prévenir et de diagnostiquer les maladies à l'origine de ces crises, coordonner les études d'innocuité, d'efficacité sur les vaccins, mais également sur les médicaments, et puis coordonner les essais cliniques. Et là, on voit que c'est ce qui se fait avec le vaccin contre la Covid-19. L'Agence européenne du médicament est allée au-delà des missions qui étaient les siennes jusqu'alors. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Ça me donne l'occasion de transmettre une question qu'on a beaucoup entendue ces derniers temps, mais je pense que c'est intéressant d'avoir vos points de vue à toutes les deux. Les Britanniques ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils vaccinaient avant les Européens, que c'était grâce au fait qu'ils ne sont plus dans l'UE. Donc, si vous voulez remettre les choses en contexte, ce serait, je pense, très intéressant. Les Britanniques disposent aujourd'hui d'une autorisation d'utilisation temporaire pour la mise sur le marché du vaccin. Et alors que l'autorisation qui sera donnée par l'Agence européenne du médicament sera une autorisation définitive. Donc, ça n'est pas la même chose. Et moi, je voudrais dire par rapport à cela qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On a un vrai problème aujourd'hui de confiance à l'égard de ce vaccin. Beaucoup de citoyens s'interrogent sur la rapidité avec laquelle on va pouvoir finalement mettre sur le marché ces vaccins. Il faut donc rappeler qu'il y a eu un nombre d'essais cliniques extrêmement important. C'est 30 000 par vaccin. 30 000 personnes qui se sont portées volontaires pour tester chaque vaccin. Qui va faire l'objet ensuite d'une demande de mise sur le marché, d'autorisation de mise sur le marché. Donc, voilà, il faut pas tout confondre. Moi, je pense que nous avons auditionné la directrice de l'Agence européenne du médicament. Vraiment, les normes, les standards de sécurité aujourd'hui en Europe sont les plus élevés au monde. Donc, il ne faut pas tout confondre. Si l'on veut que les citoyens aient confiance, il ne faut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une transparence et on a besoin d'être certain que le vaccin qui sera autorisé présentera davantage de bénéfices que de risques. Voilà, donc c'est ça le sujet. Et le sujet,
c'est de respecter les procédures et de faire en sorte que lorsque ces vaccins seront mis sur le marché, eh bien, la balance bénéfice-risque sera positive. Oui, Françoise Grossetête, vous vouliez ajouter? Oui, je vais dans le même sens, mais je voudrais, sans vouloir faire de la politique politicienne, rappeler qu'on a assisté dans le monde à la course à celui qui allait pouvoir brandir le drapeau en disant je suis le premier à pouvoir vacciner ma population. Je pense, et pour revenir sur ce que vient de dire Nathalie, si on veut donner confiance, c'est une catastrophe parce qu'on ne peut pas plaisanter avec l'efficacité d'un vaccin et la balance bénéfice-risque d'un vaccin. Moi, je préfère 1000 fois savoir que l'agence attendra le 29 décembre pour nous dire, sans avoir accepté de subir des pressions politiques, pour nous dire que tel et tel vaccin sont tout à fait autorisés par elle parce que justement présentant tous les critères nécessaires pour leur autorisation, plutôt que de savoir qu'on se dépêche, sachant d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, Boris Johnson est quand même confronté à d'énormes difficultés, ne serait-ce que celle du Brexit, et qu'il a besoin vis-à-vis de sa population de montrer que le Royaume-Uni finalement n'avait pas du tout besoin de l'Union européenne. Je trouve que c'est grave de se servir d'un tel argument, la vaccination pour une maladie qui est encore inconnue, mal connue dans toutes ses conséquences, s'en servir pour des fins politiciennes, comme pouvait le faire Donald Trump aussi, qui souhaitait à ce que les Américains soient vaccinés rapidement, ou la Russie, etc. Je trouve cela lamentable. Et je pense que le patient européen, le citoyen européen, pourra avoir beaucoup plus confiance dans une autorisation donnée par l'agence européenne parce qu'elle s'entoure de toutes les garanties, qu'elle prend le temps nécessaire. Et cela, c'est important quand il s'agit de vaincre le scepticisme de certains citoyens européens. Oui, moi je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Françoise, parce que cette course au vaccin, elle est catastrophique en termes de confiance. Pour les citoyens, c'est catastrophique. C'est vraiment, on a l'impression que que les laboratoires font la course, celui qui va le sortir le plus vite, et qu'il y a des enjeux financiers tellement importants qu'on se moque finalement de la santé des patients. Donc moi, je fais toute confiance également à l'Agence européenne du médicament. Et franchement, quand on auditionne sa directrice qui nous explique la manière dont la procédure est menée, ça va vraiment dans le bon sens. Donc, je crois que nous n'aurons de campagne vaccinale réussie que si nous avons un taux de vaccination élevé. Et pour qu'il y ait un taux de vaccination élevé, il faut que les citoyens aient confiance. Oui, il faut tout simplement, je m'excuse, mais il faut tout simplement arriver à surmonter la crainte du changement, parce que l'innovation, c'est du changement. Un nouveau vaccin sur un virus qu'on ne connaissait pas il y a encore un an, c'est vrai que cela peut inquiéter nos concitoyens. Donc, il faut une volonté politique, mais qui soit, et une crédibilité en somme, pour pouvoir surmonter cette crainte du changement. Alors, on sait que le rapport au vaccin, notamment, est assez différent d'un État à l'autre, ce qui soulève la question des différentes traditions, alors à la fois au rapport aux médicaments, mais aussi au rapport à son système de santé. Certains États, certaines populations sont peut-être plus attachées, ou en tout cas, il y a un rapport à ce service public plus fort dans certains pays que dans d'autres. Comment est-ce un projet d'Europe de la santé peut combiner cette approche nécessaire à l'échelle européenne tout en conciliant les différents systèmes, les différentes approches nationales, et le vaccin est peut-être un test sur cette question-là. Déjà, je pense que ce qui est très important, c'est de communiquer, d'informer. D'ailleurs, l'Agence européenne du médicament
a mis en place une visioconférence qui était ouverte au public vendredi dernier. Je crois que ça, c'est très important, c'est de mener des campagnes de communication, d'information au niveau européen. C'est vrai que nous, en France, on est particulièrement concernés par ce sentiment anti-vaccin. Donc, campagne d'information qui doit être relayée, bien sûr, par les autorités nationales, et puis transparence aussi, ça c'est important, dans les procédures réglementaires, transparence en matière de gestion des risques, transparence au niveau des industriels qui sont engagés à publier une fois par mois les résultats donc de la campagne de vaccination et des effets secondaires qui pourraient apparaître. Donc voilà, je pense que ça c'est très important, et là-dessus, l'Agence européenne du médicament joue le jeu, puisque vraiment elle s'est engagée à publier toutes ces données dès que ces vaccins auront été autorisés à être mis sur le marché. Nous avons une question qui est sur le Remdesivir, donc la Commission européenne qui avait fait aussi un appel d'offres qui s'est révélé être pour un médicament qui n'est peut-être pas aussi efficace qu'on l'avait cru. Est-ce que c'est un échec de la Commission européenne, ou est-ce que ça fait partie peut-être des risques dans une situation telle que la situation actuelle, où justement on essaye d'avoir accès aux médicaments, et ensuite on voit avec la situation si ces médicaments sont adéquats ou pas? Ça fait partie du risque. Voilà, ça fait partie du risque. Ça fait partie du risque. Lorsque la Commission européenne a pré-réservé 2 milliards de doses auprès de 6 grands industriels, elle ne savait pas exactement si ces vaccins allaient être mis sur le marché. Ça fait partie du risque. Il faut comprendre que lorsqu'on est dans la recherche et le développement, aussi bien d'un vaccin que d'un médicament nouveau, c'est la même chose. Il faut accepter, comme le dit Nathalie, le fait que l'on peut aller à un échec. Pourquoi la recherche dans le domaine de la santé, la recherche médicale, est si coûteuse? C'est tout simplement que souvent, elle est longue, même si là, dans le cadre de cette pandémie Covid-19, on a essayé d'accélérer les procédures, mais cette recherche, elle est longue, et elle est souvent, et parfois, elle ne débouche pas, ou elle débouche sur un échec. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens. C'est pour ça que la transparence est nécessaire. Il faut expliquer les étapes. Voilà, on a pensé que là, il y avait peut-être une solution. Bon, eh bien, au bout de quelques mois, on se rend compte que la solution que l'on imaginait n'est pas la bonne. Alors, on cherche autre chose. Et c'est en expliquant cela qu'on pourra faire comprendre à nos concitoyens qu'on fait les choses en toute transparence, et dans le respect justement de la sûreté et la sécurité pour eux. C'est ça qui est fondamental. Très bien. Nathalie Colin-Osterlé, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que vous êtes vice-présidente de cette commission spéciale sur le cancer. Donc, hors cas liés à la pandémie actuelle, quel exemple concret, à travers le travail de cette commission, quel exemple concret on peut avoir de ce que peut être une politique européenne de la santé sur une maladie comme le cancer, qui était une des priorités mises en avant à l'échelon européen avant l'arrivée de la pandémie. Donc c'est un exemple de long terme aussi de ce que peut être fait au niveau européen. Oui, alors vous voyez, bon, déjà c'est une commission qui vient d'être créée, enfin, qui est en train de se mettre en place. Donc, pour le moment, on en est à auditionner beaucoup de spécialistes et de répertorier finalement tous les facteurs, toutes les causes du cancer. Il va falloir là aussi de grosses campagnes de prévention au niveau européen. Je pense que c'est sur la prévention vraiment que l'Union européenne peut être extrêmement utile. Et puis, vous voyez, dans le cas des traitements du cancer,
3 professionnels soignants sur 4 qui exercent en cancérologie ont été déjà confrontés à une pénurie de médicaments utilisés dans le traitement du cancer. Et donc, ça veut dire que les patients vont être obligés de changer de traitement, souvent vers quelque chose de moins efficace, ou pire encore, arrêter le traitement. Donc, ça crée évidemment un stress supplémentaire, ça met en danger la vie de ces patients. Donc, tout se recoupe. Vous voyez, quand vous êtes sur une commission spéciale cancer, par exemple, le sujet de la pénurie des médicaments, c'est un sujet extrêmement important qui va être abordé là aussi, puisque nombreux, encore une fois, sont les patients qui sont concernés par ces pénuries. Mais je crois que l'Union européenne, donc là, a vraiment un rôle à jouer sur cette gestion des pénuries, en termes, Françoise le disait, de relocalisation de la production des médicaments, mais également sur la prévention. Je crois que c'est vraiment là les causes identifiées du cancer qui doivent effectivement donner lieu à de grosses campagnes d'information et de sensibilisation au niveau européen. Si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Nathalie, on s'est aperçu que malheureusement la pandémie avait un peu fait oublier d'autres pathologies qui sont particulièrement importantes, et tous les cancérologues sont particulièrement inquiets de savoir qu'un certain nombre de patients n'auront pas été, à cause de cette pandémie, diagnostiqués suffisamment tôt, ou qu'ils n'auront pas pu subir les traitements nécessaires ou subir telle ou telle opération nécessaire dans le cadre des soins de leur cancer. Donc ça, c'est déjà une question qui doit nous faire réfléchir. Nous savons que nous allons être confrontés à d'autres pandémies, donc il faudra savoir s'organiser pour que les malades souffrant d'autres pathologies tout aussi graves puissent être pris en charge et ne pas être victimes de telles pandémies. Deuxième chose, je voudrais parler du cancer des enfants. Alors, malheureusement, on manque cruellement de chimiothérapie pour les enfants. Tout simplement, le règlement sur les médicaments pédiatriques qui avait pour objectif de soutenir la recherche et obliger les laboratoires pharmaceutiques, lorsqu'ils demandaient une autorisation de mise sur le marché pour un médicament adressé aux adultes, bien devait proposer un plan d'investigation pédiatrique pour trouver le même médicament pour adapter à des enfants, dans le cas où tel type de cancer concernait aussi les enfants. Or, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu trop de passe-droit, si je puis dire, tout simplement. On n'a pas été suffisamment rigoureux au niveau européen dans les autorisations de mise sur le marché de ce type de médicaments. Et malheureusement, les enfants sont aussi victimes de cela. On manque cruellement de chimiothérapie adaptée aux enfants. Donc là, il faut mettre vraiment l'accent dans ce plan cancer qui a fait l'objet, n'est-ce pas Nathalie, d'un point important dans le cadre de la campagne Tout à fait. Européenne de 2019. C'était quelque chose qui était très porté d'ailleurs par le groupe PPE auquel appartient Nathalie. Et là, il faut véritablement penser, intégrer cette recherche sur les médicaments adaptés véritablement aux enfants dans le cadre du cancer. Quel est dans toutes ces politiques le degré d'articulation entre l'échelon européen et l'échelon national? Quel est, par exemple, entre l'Agence du médicament européenne et les agences nationales? Est-ce qu'il y a une amélioration à apporter au système tel qu'il fonctionne, ou ce sont deux échelons qui sont complémentaires par nature et qui peuvent continuer à travailler comme ils le font maintenant? Alors, lorsque j'ai auditionné l'Agence européenne du médicament pour mon rapport, et lorsque j'ai auditionné les agences nationales, j'étais surprise de voir que finalement, la communication n'était pas forcément idéale entre les agences nationales et l'agence européenne. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose à travailler, à mettre en place les outils numériques qui conviennent et avoir vraiment une fluidité de l'information pour que les informations remontent. Lorsque, par exemple, il y a des phénomènes de pénurie, l'Agence européenne du médicament n'est pas forcément informée en temps utile par les agences nationales. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour coordonner tout cela. Lorsque je parle là aussi de la coordination des politiques sanitaires au niveau européen et entre États membres, c'est cela aussi. C'est vraiment que l'information circule entre États membres et qu'elle remonte au niveau de l'Agence européenne du médicament pour que l'Agence européenne du médicament puisse être cette autorité régulatrice dont je parlais tout à l'heure. Mais pour cela, il faut qu'elle ait les informations et elle ne les a pas forcément. J'ajouterais qu'il y a peut-être aussi une question d'ego oui, entre experts qui font partie, je me permets de le dire, parce que je crois que mais vous avez raison. Oui. Entre experts qui appartiennent à une agence nationale par rapport aux experts de l'agence européenne. Et cela, c'est très regrettable. C'est malheureusement quelque chose que l'on connaît dans le milieu médical comme dans tout autre milieu, mais dans le milieu médical, ça me paraît beaucoup plus grave. Oui. Alors, on a cette querelle des égos au niveau hospitalier aussi. On l'a bien vu d'ailleurs à l'occasion de cette pandémie. Mais je crois qu'il y a ces rivalités qui ne devraient pas exister. Moi, je souhaitais, moi, quand j'étais député européen, je souhaitais voir finalement une agence européenne du médicament prendre véritablement de l'ampleur en travaillant avec pratiquement des filiales qui seraient les autorités, les agences nationales, mais tous travaillant véritablement de façon très imbriquée, sans qu'il y ait de rivalité, de querelle de chapelle. Et malheureusement, je crois qu'on n'en est pas encore là. Non, là, on va avoir un peu de boulot, là, je crois. Je me souviens d'ailleurs que lorsque j'étais, mais ça remonte à très longtemps, hein, quand j'étais rapporteur sur différentes législations pharmaceutiques concernant les médicaments humains et les médicaments vétérinaires, je me disais, mais pourquoi est-ce que finalement les autorisations ne sont pas données que par l'Agence européenne du médicament? C'est un avantage pour le citoyen européen. Ils sont traités de la même manière. Au même moment, ils peuvent bénéficier d'une même thérapie. Donc, c'est l'idéal. Et puis, bon, je savais que c'était l'idéal, n'est pas toujours facile à concrétiser. Mais moi, je souhaiterais qu'on redéfinisse le rôle de l'agence européenne vis-à-vis des agences nationales, que les agences nationales acceptent de travailler, mais vraiment en étant partenaire, mais un partenaire qui partage. Dans cette Europe de la santé, on dit tous qu'il faut partager les données. C'est absolument indispensable de tout mettre en commun. Je pense que c'est au bénéfice du citoyen et oui, c'est encore un peu plus l'intégration européenne. Nous avons plusieurs questions sur le personnel médical lui-même, sur sa formation, la formation continue avec justement les progrès techniques qui risquent d'augmenter les inégalités peut-être entre différents pays ou différentes régions. Est-ce qu'il y a des programmes existants ou des idées pour améliorer l'échange de formation, une sorte d'Erasmus des personnels médicaux? Qu'est-ce qui existe? Oui, tout à fait. Justement, dans la stratégie européenne en matière de santé et le programme santé qui a été voté effectivement là par le Parlement, effectivement là il y a une prise en compte justement des besoins en termes de formation des personnels médicaux et pour renforcer ces formations, ces échanges, ces coopérations et ces échanges d'informations et de pratiques au niveau européen. Françoise Grossetête, non? Oui, Nathalie a raison, mais de toute façon,
ces échanges, on essaye de mettre en place ces échanges, mais on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Quand à un certain moment, l'Italie, je crois me souvenir que lors du premier confinement, l'Italie demandait à ce que des médecins issus d'États membres nordiques puissent venir, puisqu'à cette époque-là, ils n'étaient pas concernés véritablement par la pandémie. En réalité, on s'est aperçu qu'il était compliqué d'arriver à faire travailler un médecin de tel pays dans un autre. Et c'est là que l'Europe, justement, a un rôle important à jouer. Il va falloir sans doute veiller à une meilleure harmonisation des diplômes. Alors, il y a des choses qui se font, bien évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire pour qu'on pourrait prévoir finalement qu'il y ait presque un corps de personnel de santé, qu'il s'agisse de médecins, qu'il s'agisse d'infirmiers, qui pourraient être mis à disposition quand il le faut, de tel ou tel État membre qui aurait un besoin urgent. Finalement, ça correspond à ce que l'on connaît de ce qui a été mis en place par l'Union européenne dans le cadre de catastrophes naturelles, etc., un service de protection civile. Et bien là, on pourrait imaginer la même chose dans le domaine sanitaire. Mais pour cela, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'harmonisation des diplômes des personnels de santé. C'est bien ce qui a été effectivement relevé dans le cadre de ce programme santé pour cette Europe de la santé. J'ajoute qu'au cours de la première vague, justement, ce système de protection civile, cet instrument Rescue, a été justement utilisé pour le matériel médical, pour certains médicaments, etc. Et moi, je rejoins François, je pense qu'on pourrait aller plus loin, effectivement, envisager une espèce d'équipe européenne de professionnels qui puissent être mis à disposition dans les États membres qui en ont besoin et auprès de certains établissements hospitaliers qui se retrouvent en manque de personnel lorsqu'on est dans une situation d'urgence comme celle-là. Merci. Alors, il nous reste déjà seulement 2 minutes avant la fin de cette discussion. Je voudrais peut-être vous demander, Nathalie Colin-Oesterlé, quelles sont les prochaines échéances, savoir, donc on a parlé de beaucoup de choses qui ont été proposées ou qui se mettent en place. Est-ce que d'un point de vue législatif ou en termes de délai de mise en place de ce qui a été lancé, quelles sont les prochaines échéances? Bien, il va y avoir effectivement la déclinaison de la stratégie pharmaceutique en termes législatifs. On attend beaucoup sur la législation, sur l'évaluation également des technologies de santé qui est bloquée pour le moment au Conseil. Donc, il y a pas mal de textes, oui, qui vont arriver et qui devraient donc aller. Et en tout cas, le Parlement pèsera de tout son poids pour aller vers davantage d'intégration européenne, comme nous le souhaitons, Françoise et moi. Françoise Grossetête, le mot de la fin, si vous voulez. Écoutez, moi je souhaiterais que finalement la question santé se retrouve dans la plupart des politiques européennes. On parle beaucoup du changement climatique, on parle de différentes politiques, le numérique, etc. On n'a pas parlé du numérique, mais la place du numérique dans la politique de santé est essentielle. Donc finalement, on se rend compte que la santé, on peut la retrouver partout, dans la plupart des politiques européennes. Donc il faut véritablement la prendre en compte. Moi, j'ai connu plusieurs mandats où il fallait se battre pour faire accepter de travailler sur la santé en Europe. Un grand pas est franchi, malheureusement à cause de cette pandémie Covid-19, mais je pense qu'il faut en profiter pour aller plus loin et véritablement inscrire la santé dans toutes les politiques, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales. Je pense que c'est très important. Bien, merci beaucoup à toutes les deux pour le temps que vous avez consacré à cette discussion très riche, je pense, pour les plus de 120 personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie Colin-Oesterlé. Bon courage pour la dernière plénière de cette année particulière. Dernière de l'année, oui. Voilà. Merci encore. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.